Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que j'ai déjà croisés. Euh, je vais essayer de vous présenter en fait comment un informaticien un jour se retrouve, et passionné de théâtre, se retrouve à créer un certain nombre d'outils. Alors, on va tout de suite parler rapidement de ces... On va démarrer par ça. Rencontre. Deux passions, bah oui, voilà. Alors, ça a donné lieu quand même à un certain nombre de développements, c'est-à-dire que côté théâtre, j'ai été comédien, puis metteur en scène, et je suis toujours. Je suis président des Journées de Lyon des auteurs de théâtre, qui est le principal concours d'écriture dramatique de langue française. On reçoit 400 à 450 manuscrits par an, et surtout, on les lit, et bien entendu, on essaye de les juger, et avec toute la difficulté que ça représente. Et l'intérêt de ce concours, c'est que ça débouche sur l'édition. Chaque année, nous finançons 5 textes lauréats chez les grands éditeurs français de théâtre. Depuis maintenant plus de 12 ans, je suis photographe spécialisé théâtre et danse. Je suis photographe de la Comédie Française, du Festival d'Avignon, d'un certain nombre de festivals dans le monde. L'informatique à côté, j'ai commencé effectivement à 18 ans et j'ai commencé à travailler, et c'est important, sur les bases de données avec une espèce d'embryon de base de données en 1969. C'est l'époque où dans la base de données, il fallait gérer ses pointeurs. C'est-à-dire que c'était quand même pas un outil très évolué, mais en fait, ça va marquer après tous les différents développements que j'ai pu faire. Alors, 1986, base de connaissances sur le théâtre. J'ai tendance à dire que j'ai fait ça pour les beaux yeux d'une de mes comédiennes qui avait commencé à faire des fiches. Et donc, il y a prescription maintenant, donc c'est bon. Et donc, je me suis dit que ces fiches-là, on n'allait pas rester sous cette forme-là. Et j'ai proposé une structure pour pouvoir rentrer ces fiches. Et aujourd'hui, la base a 46 800 fiches qui décrivent des pièces de théâtre. Il y a 13 500 auteurs répertoriés, 8 800 ouvrages sur le théâtre, et après, 38 000 références d'édition et 17 000 liens Internet. Plutôt que de vous en parler comme ça, le plus simple, c'est d'aller faire un tour dans la base. Alors moi, je prends des risques, parce que je suis en ligne, donc, des risques tout relatifs. Donc c'est pas ça, c'est ça. Alors voilà Mascari. Alors, c'est une base qui nécessite de se connecter. Donc vous notez quelque part, comme ça vous irez vous balader dessus. Pour se connecter, JIT, mot de passe JIT. Donc vous devriez vous en souvenir. Voilà. Alors, si vous commencez par les pièces de théâtre, c'est très bien, vous avez une liste. Bon, avec ça, je pense qu'on ne fait pas grand-chose. Et comme... Comment? Minuscule. Minuscule ou majuscule? JIT majuscule. JIT majuscule. Ça y est? Ça marche? Ça marche. Ça marche. Bon. Ça, c'est... Bon. Donc, sous cette forme-là, ça présente un intérêt assez relatif de lister, mais vous pouvez trier sur à peu près tous les titres, tous les titres de colonne. Ce qui va être intéressant, c'est le moteur de recherche. Donc on va se balader sur le moteur de recherche. Donc la première chose qu'on peut faire sur le moteur de recherche, c'est d'utiliser un filtre global. Alors la conception, c'est quoi? C'est que c'est une recherche sur tous les champs et toutes les données de tous les champs. C'est-à-dire que si je rentre ici sciences, par exemple, alors j'ai pas fait entrer, hein, c'est de l'autocomplétion automatique, etc. J'ai 548 réponses. Mais attention, je vais avoir science et conscience. D'accord? Bon. Après, c'est un peu à vous d'imaginer des choses. Si je vais être sur des trucs plus précis, par exemple, je vais chercher les pièces qui parlent du sida. Bon, pour l'heure de la sieste, c'est bien, on va parler de choses gaies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir croiser les données. Et que, par exemple, il y a 94 pièces qui sont listées dessous, et là, il n'y a pas...
c'est forcément sida. Il n'y a pas d'autres possibilités. Si je croise ça avec les dates, par exemple, si je croise avec les dates, on montre qu'il y a 18 pièces après 2000 et que toutes les autres, elles étaient avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un phénomène qu'on connaît bien aux journées d'auteur. Ça veut dire qu'il y a des modes dans les thèmes qui sont traités dans les pièces de théâtre qu'on reçoit ou qui sont produites. Bon, simplement en croisant ces deux critères, vous allez pouvoir voir qu'aujourd'hui, il y a énormément de pièces que l'on reçoit sur des migrants, par exemple, qu'on a eu une époque qui était les enfants soldats, qu'on a eu une époque de la jeune israélienne qui tombait amoureuse d'arabe, etc. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, simplement en croisant des critères de ce type, pouvoir faire un certain nombre de travaux, de réflexions. Maintenant, je vais enlever ça. Alors, une fois qu'on est sur une pièce, évidemment, on peut avoir le détail de la pièce, c'est-à-dire un résumé, un commentaire. On peut remonter sur l'autrice, en l'occurrence, Suzanne Lebeau, qui est une Canadienne. Voilà. Et à l'inverse, je peux afficher les 28 pièces. Je peux redescendre sur les 28 pièces. Et donc, si je repars d'une pièce, je prends au hasard, il y a parfois peu d'informations. Il y en a d'autres où vous allez trouver 3 pages. Parce que ça dépend effectivement des informations qu'on a pu trouver. Alors on va prendre Souliers de sable par exemple, voilà, un peu plus complet. 2005, Théâtre canadien d'expression française, pour jeunes publics à partir de 5 ans. C'est-à-dire que je vais pouvoir aussi faire des recherches sur jeunes publics avec une information sur l'âge recommandé, entre guillemets. Attention, c'est l'âge recommandé, là en l'occurrence, qui est donné par l'autrice. Et les Canadiens, sur des pièces que nous, on ne proposera pas à des gamins de moins de 10 ans, ils vont facilement les proposer à des gamins de 6 ans. Il y a des choses comme ça qui sont assez étonnantes parfois dans la façon dont c'est classifié. En bas, vous avez des liens, un ou plusieurs liens, qui vont vous permettre de savoir où on a trouvé la source éventuellement, et de vous balader, des liens Internet qui vont vous permettre de vous retrouver derrière. Il y a une petite information ici, c'est faire une remarque. C'est-à-dire que on a développé cet outil pour son interactivité. C'est-à-dire que vous avez une information qu'on n'a pas, ou vous trouvez qu'il y a une erreur dans la fiche, voire une faute d'orthographe, et il y en a, vous pouvez nous envoyer l'information. Vous avez très peu de choses à remplir. Parce que nous, on sait que vous avez cliqué sur cette fiche-là, donc on sait à quoi ça correspond. Donc on ne va pas vous demander tout ça. Nous, on a le numéro de la fiche qui fait qu'on saura quel est le rapport. On va vous demander votre nom et votre adresse email, et puis votre commentaire. C'est tout. Alors pourquoi on vous demande votre nom et votre adresse email? Parce qu'on veut vérifier les sources. Simple. OK? Et puis vous remercier éventuellement si vous êtes un gros contributeur. On a des très gros contributeurs qui sont les boutiques, les libraires spécialisés en théâtre. Parce qu'ils découvrent des pièces en rachetant des fonds anciens, etc. Et ils nous donnent l'information, on les rentre ici à la table. Voilà, donc je vais fermer ça. Donc ça, c'est un certain nombre d'outils. On va remonter, je vais enlever le beau. Petit point très demandé par les troupes amateurs, ce qui fait que la Fédération de théâtre amateur, FNCTA, a abonné systématiquement les 1600 troupes françaises, parce que c'est un outil de base de recherche. Donc vous avez, par exemple, alors, dans les troupes amateurs, il n'y a pas toujours beaucoup d'hommes. Il y a en général beaucoup plus de femmes. Par exemple, vous avez 5 hommes. On va vous conseiller très clairement de dire entre 4 et 6, parce qu'il peut y avoir des seconds rôles, il peut y avoir des rôles qui peuvent être doublés. En général, il y a plus de femmes. Donc je vais mettre 7 à 9 femmes. 7 à 9 femmes. Et il me dit, il y a 179 pièces qui répondent à ce critère. Après, à vous de vous débrouiller. Hein. On ne va pas non plus. Alors, si je peux dire aussi, moi je travaille que sur, parce que c'est plus facile à trouver, les textes édités seulement,
Et puis, j'ai envie de travailler sur du théâtre contemporain. Alors, le théâtre contemporain, vous mettez le curseur où vous voulez. Hein. Pour vous, c'est après 1940 ou après l'année 2000. Et là, il vous dit, il n'y a plus que 65 pièces. Alors, vous pouvez aussi croiser avec une thématique, mais là, vous risquez d'avoir un univers qui risque d'être un peu réduit. Mais vous pouvez manipuler tout ça. Alors, par exemple, à quoi ça a servi le professeur André Bourassa du Québec, un jour, on se connaissait bien, me dit je suis en train de travailler sur la première pièce qui a été jouée au Québec. Et j'ai comme information la note du perruquier. Donc avec la note du perruquier, on avait quoi? On avait le nom d'un certain nombre de rôles, mais on savait combien il y avait d'hommes, combien il y avait de femmes, et on savait à peu près la date. Donc c'est une pièce qui avait dû être jouée quelques années auparavant en France. Donc on a cherché dans cet univers-là quelle pouvait être la réponse. On a eu plusieurs réponses. Et donc après, il fallait regarder un peu les noms des personnages pour savoir si ça collait. Et il a eu sa réponse. Donc voilà, on peut jouer avec ça. Les auteurs. Alors, simplement un petit truc sur les auteurs, parce qu'on peut rechercher directement sur l'auteur. Je ne sais pas trop comment s'écrit Beckett. Si, je sais, mais bon. J'écris Beckett, et il va vous sortir tout ce qui y ressemble à Beckett. Donc vous avez Samuel là au milieu, ça tombe bien. Donc on a développé, et ça j'insiste beaucoup, sur tous les aspects d'ergonomie, des outils qu'on peut mettre à disposition des gens. Parce que, et puis, de toute façon, on dit, je ne sais pas écrire, mais Tchekhov, vous l'écrivez comment? Vous avez plusieurs façons d'écrire Tchekhov. Quand c'est des auteurs étrangers, bonjour, quoi. Et donc, voilà, c'est un outil complémentaire. Ça n'existe dans la base que depuis 1 an et demi. C'est quelque chose, on fait vivre la base sur des nouvelles choses. Alors maintenant, les ouvrages sur le théâtre, je vais faire une recherche. Alors, on prend des risques. Hein. Je vais faire une recherche sur Valero. C'est par hasard. Alors, est-ce qu'elle se retrouve dans les 10 je vais augmenter. Non, mais il y a les collectifs avant. Tout ça, c'est du Valero, alors. OK? Oui, c'est des collectifs auxquels j'ai participé. Ouais, on est bon? Et il en manque sûrement. Non? Oui, quelques-uns. Il faudra me les envoyer. C'est aussi bête que ça. Donc, ça veut dire que... Alors, on peut prendre un autre exemple. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Par exemple, Meyerhold. Donc, sur Meyerhold, j'ai 60 réponses. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'il y a sur la partie droite, dans la colonne éditeur. Thèse. C'est-à-dire qu'on va rentrer les ouvrages, les thèses plutôt que doctorat, et dans un même endroit, vous allez pouvoir retrouver tout un ensemble d'informations sur un ensemble d'informations sur Meyerhold, sur... Alors, l'autre possibilité aussi que vous pouvez avoir, je vais enlever ça, c'est que là, à la différence des pièces de théâtre, on a quand même quelques catégories, des tags qui ont été rentrés. Alors, imaginez que moi, je travaille sur le 16e et que je travaille sur le 16e et le 17e. Derrière, il y a ces deux lignes-là, répondant à tous ces critères, répondant à un des critères. Alors évidemment, répondant à ces critères, c'est-à-dire qui traitent du 16e ou du 17e et du 17e, vous avez 56 réponses. Si vous cliquez sur tous les critères, c'est ou. Mais pendant très longtemps, on avait marqué et, ou, etc. Ergonomiquement, c'est une catastrophe parce que les informaticiens, ils ne parlent pas comme tout le monde. Et donc, il faudrait parler de ou inclusif, ou exclusif, etc. Allez raconter ça. On l'a changé 10 fois, ça, pour arriver à dire répondant à tous ces critères ou répondant à un des critères. C'est idiot, quoi. Et ça fait partie de l'ergonomie globale du système. Bon, je vais peut-être m'arrêter là-dessus, puisque je vous ai donné le mot de passe, vous faites je joue avec, et puis on le laissera
le temps qu'il faut, le mot de passe, vous pourrez faire jauger autant que vous voudrez. Alors, juste un mot quand même sur... je vais revenir, je vais fermer ça. Je vais revenir tout à l'heure. Je reviens là-dessus. Je vais revenir sur ma présentation, savoir où je l'ai collé, là. Pour dire plusieurs choses là-dessus. Où est-ce que j'ai trouvé toutes ces informations? Alors ça, il y a 2 ou 3 choses, si vous voulez, qui me paraissent importantes. Alors, d'abord, comme ça a 34 ans, le premier support de distribution, ça a été des disquettes. On a fait des CD-ROM gravés, qu'on faisait graver, puis des CD-ROM qu'on a gravés, et puis on est passé au web. Le travail très important sur l'interface et le moteur de recherche, et le travail qu'on fait en ce moment, qui va être où je peux trouver l'ouvrage que je cherche. C'est-à-dire comment je peux mettre en relation simple, on ne va pas mettre des bases de données ensemble, où est-ce que je peux trouver le bouquin que j'en cherche. Alors pour vous, ceux qui sont universitaires, ils ont déjà un certain nombre d'outils, mais dites-vous bien que les troupes de théâtre qui sont à Brive ou en Vendée, ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc on va essayer de voir comment on peut mettre en lien de façon simple un réseau qui sera capable de trouver le bouquin. Les utilisateurs aujourd'hui, il est passé un peu vite, les utilisateurs, le gros utilisateur, c'est la BNF. On est un signet de la BNF, c'est-à-dire qu'on est considéré comme un ouvrage de référence. Et alors pourquoi on est considéré comme un ouvrage de référence? Parce qu'on met en cause, et c'est arrivé plusieurs fois, les classifications de la BNF. Quand la BNF me dit que Pader d'Assezan et l'abbé Boyer sont la même personne, et que je lui dis, et que je leur dis, mais moi j'ai 2 biographies, les gars, il faudra peut-être faire quelque chose. Et ils recherchent, alors ils s'y mettent à 8, 10, et parce qu'ils adorent ces questions. Ils ont tellement de questions ordinaires que quand vous leur posez ce genre de questions, ils s'y mettent un paquet. Et vous avez la réponse et ils vous disent, vous avez probablement raison, on va changer. Donc voilà. Et depuis, je veux dire, la BNF, on a des rapports assez intéressants. Alors, on a des universités, mais pas celle de Grenoble, mais bon, ça c'est... ça va venir, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on n'a pas de commerciaux, donc on fait ce qu'on peut. On a toutes les librairies spécialisées. Ça, c'est évident, parce qu'il y a un outil de travail. On a l'ENSAT, qui est abonné. Voilà, on a Paris 8. Qui est-ce qui était de Paris 8 ce matin? Voilà. Bon, modèle économique. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, c'est bien beau de le rentrer, mais il faut le faire vivre. Et donc, il faut avoir un modèle économique très économique, qui ne dépende pas de subventions, parce que ça peut s'arrêter. Et donc, comment on fait? On fait contribuer très modestement tous ceux qui contribuent, et ça paye la documentaliste. Moi, j'ai cédé mes droits, c'est-à-dire que le jour où je casse ma pipe, il n'y a pas de problème de succession, etc. De toute façon, moi j'ai eu la chance de bien gagner ma vie à l'informatique. Moi, j'ai commencé l'informatique à une époque où on vous demandait combien vous vouliez gagner. Hein. Et j'ai été directeur informatique d'une grande multinationale, donc je n'ai pas de soucis. J'ai une bonne retraite, tout va bien. Quelles que soient les évolutions de la retraite. Bon, donc voilà. Donc c'est important d'avoir un modèle économique qui fasse que demain, ça se perpétue. Parce que c'est tout l'intérêt que je peux avoir dans ce truc-là. Deuxième chose, comment j'ai trouvé les données? J'ai commencé à une époque où l'Internet était soit inexistant, soit balbutiant, donc j'ai commencé par travailler sur les dictionnaires. C'est l'époque quand même, au début d'Internet, où sur eBay, par exemple, c'était très facile d'acquérir des bouquins à bas prix parce que les professionnels n'étaient pas sur eBay. Donc quand j'ai acheté le dictionnaire des frères parfaits, qui est une petite merveille, 1767, je l'ai rentré en totalité là-dedans, et je l'ai croisé avec tout un ensemble de registres de la Comédie Française, les registres de Lagrange, Michel Corvin, qui est le dictionnaire Corvin, il est en totalité là-dedans parce que Michel a été un de mes premiers clients, et donc on a pu rentrer des trucs. Après, les catalogues d'éditeurs, maintenant de façon plus moderne, la Maison Antoine Vitesse, l'Avant-Scène Théâtre, par exemple, j'ai réalisé le résumé des 1000 premiers numéros, mais ce n'était pas compliqué, j'en avais déjà 960. Donc,
La petite illustration, par exemple, tout l'inventaire de ce qui a été publié, c'est un éditeur qui me l'a donné parce qu'il l'avait fait. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une base qui s'alimente avec à peu près la base d'auteurs du CEAD au Québec, avec tous les auteurs, etc., qui est très bien faite. Elle est en totalité là-dedans. Et puis, mes propres rencontres. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, comme photographe de plateau, de voir 200 spectacles par an et de lire, comme président des journées d'auteurs, un très grand nombre de manuscrits, d'assister à peu près à tout ce qui se fait dans le théâtre contemporain aujourd'hui, la mousson d'été, le 3e bureau Grenoble, enfin un certain nombre de choses comme ça. Voilà. On passe à autre chose, parce que je n'ai pas fait que ça. Donc, j'ai travaillé sur le patrimoine. Donc, il se trouve que moi, j'étais président d'une très grosse maison des jeunes à Lyon, et donc j'ai proposé le rachat d'un costumier lyonnais qui a arrêté ses activités. Donc, on dispose de plus de 5000 costumes historiques, et l'année dernière, pas plus tard qu'à la fin de l'année dernière, on a racheté le 2e costumier lyonnais qui a arrêté ses activités. Donc aujourd'hui, on est le seul costumier lyonnais. Donc j'ai pas mal travaillé sur le costume de scène et j'ai eu une commande pour d'abord, alors, première commande, on va passer très vite. Dès que je trouvais, c'est là-dessus. Bon, peu importe parce que je ne sais pas où c'est passé. Non, c'est pas ça. Voilà, j'ai travaillé sur les archives de la maison Jean Vilar. J'ai numérisé la totalité des affiches et j'ai numérisé toutes les maquettes de costumes. Donc bah là, il n'y a qu'un costume, hein, désolé. Mais donc, il y a quoi? Il y a la maquette de costume et il y a toute la description de l'auteur, etc. Et donc, moi, j'ai fait les photos, alors avec des normes de colorimétrie, je vous passe les détails. J'ai fait un petit programme pour générer du HTML pour que les gens n'aient pas à faire de la technique, donc toujours l'interface, mais que ça génère automatiquement la description. Et voilà, c'est parti comme ça. OK? Donc ça a été un premier travail sur les costumes. Et puis, on a ensuite travaillé sur une commande pour le Centre national de costumes de scène, un financement de l'État, pour essayer de numériser en volume, on va dire, les costumes de scène. Tout petit truc là, je vous fais passer un programme. Principe, un plateau tournant, on met dessus un costume. On a un appareil photo qui est synchronisé avec le plateau tournant, qui va prendre automatiquement les photos, tous les 10 degrés d'angle. Et ensuite, et ça c'est un avantage formidable, c'est dès que c'est fini, c'est disponible. C'est-à-dire qu'on a une interface ergonomique, c'est-à-dire vous faites tourner le truc là, ici, le rond que vous voyez sur le côté, vous réglez de l'autre côté et vous avez automatiquement un zoom sur le costume. Gros avantage de cette technique, la précédente, gros avantage de la technique, c'est que c'est très simple à mettre en œuvre, c'est très fiable. Il n'y a pas une programmation informatique très compliquée, un peu d'interpolation, enfin, c'est pas très compliqué, et c'est pas coûteux à mettre en œuvre. Deuxième truc sur lequel on a travaillé, alors là, on change de dimension, on est passé à la dimension différente. Je passe dessous. Non, mais pour vous montrer, et puis je vais vous montrer en détail, eh ben, on est en 3D. C'est-à-dire qu'effectivement, alors ça c'est compliqué à faire parce que on est toujours dans le même procédé, on a un plateau tournant, il faut qu'il y ait un fond qu'on soit capable d'enlever, donc on utilise des techniques, vous savez le fond vert que vous avez en télévision, pour ne récupérer que l'image qui vous intéresse. Voilà. Mais vous avez quand même une très très bonne possibilité de regarder comment c'est foutu. Alors, vous regardez là-dessus, là ça marche pas bien. Non, mais il faut voir. Et ça, c'est le résultat, en gros, d'une douzaine d'heures de calcul.
Donc, franchement, ça marche. Enfin, on est capable d'améliorer sous les manches, etc. On est capable de faire mieux. Mais franchement, ce n'est pas directement opérationnel, quoi. Donc, on a fait la preuve que c'était possible. Les logiciels, d'ailleurs, qui permettent de faire ça coûtent la peau des fesses, coûtaient. Parce que je pense que là-dessus aussi, il y a des améliorations qui sont très importantes. Il faut un matériel important parce qu'il faut, sur un arc de cercle, avoir un nombre d'appareils photo de haut niveau. Et, bon, c'est pas simple, ça marche. L'avantage, si on veut aller plus loin, c'est qu'on peut mettre un comédien là-dedans. Vous pouvez faire rentrer un comédien et faire bouger le comédien dans un espace 3D. Mais bon, je laisse ça aux autres. On a fait ça avec deux ingénieurs en fin d'année, c'est leur diplôme de fin d'année, de l'INSA de Lyon, un informaticien absolument génial et une fille qui était en mécanique absolument géniale. C'est la première fois que le département de mécanique travaillait avec le département d'informatique, ce qui m'a quand même un peu scié, mais c'était comme ça. Et il a fallu trouver un point de rencontre pour qu'ils passent l'examen en même temps. Mais bon, voilà, ils l'ont eu très très brillamment. C'est quand même tout à fait intéressant de voir ce type de technique et ce qu'on pourrait en tirer, quoi. Mais objectivement, ce n'est pas opérationnel. On s'est trouvé face à un problème qui est le mannequinage. C'est-à-dire que pour faire une photo d'un costume comme ça, il faut poser le costume sur un mannequin et que le mannequin soit bien adapté pour que ça soit propre. Donc on a travaillé, je vous dis tout de suite, ça ne marche pas, mais on a travaillé sur un mannequin automatique. C'est-à-dire qu'à base d'Arduino et à base de... Puisqu'on ne voulait pas de fil, on a fait ça par radio, le mannequin prenait la forme, enfin, prenait sa place à l'intérieur du costume. Bonjour, pour faire craquer les costumes, c'était parfait. Bon, mais non, mais c'est-à-dire que là aussi, je pense qu'on aurait travaillé 6 mois de plus, on arrivait à faire quelque chose de bien, mais on avait besoin de pièces qui n'étaient pas des pièces du commerce. Il aurait fallu faire des pièces avec des imprimantes 3D, et à un moment, on a abandonné. Parce que ça aurait permis de faire de la productivité dans la numérisation des costumes. C'est-à-dire, au lieu de passer une journée à ajuster le mannequin pour que ça rentre, je pense qu'en une demi-heure, on pouvait le faire. Bon. J'ai fait plein d'autres choses. Je crois que je vais passer... Il me reste combien de temps ? Rien du tout. Je vais vous passer la dernière, parce que ça, j'y tiens quand même. Je vais fermer ça, et donc je vais vous passer la dernière chose. C'est ça, c'est-à-dire que je suis photographe. Et donc, j'ai une base qui est accessible par tous, que j'ai commencé. Il y a 114 000 photos de spectacles. Il y a 3300 spectacles qui sont répertoriés. Et donc, là aussi, vous avez tout un système de recherche. Je tape Perret. Donc, vous voulez le cas de Sofika, sur lequel on a déjà discuté. Vous voulez voir Walden, dont on a déjà discuté, vous avez des photos. Vous voulez voir Petit Bréviaire tragique. Une répétition, alors pas le spectacle. Ah. La répétition d'hier soir. Ah, quand même. Bon, voilà. Et donc, j'ai un peu travaillé hier soir en rentrant. Ouais. Bon, voilà. Donc, alors, ça aussi, c'est un outil, je pense. Par exemple, il y a beaucoup de photos, donc il y a les comédiennes, etc. Il y a beaucoup de photos de spectacles de danse et qui utilisent du numérique. N'hésitez pas à utiliser ça pendant les cours ou pendant des présentations. C'est ouvert, ça. Alors, ce qui n'est pas ouvert, c'est la haute définition. Sachez quand même que vous pouvez un peu agrandir, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la taille en haut à gauche. Voilà. Mais déjà, vous voulez faire un PowerPoint en présentant des choses dans les cours, c'est ouvert. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai fait ça tout seul au début, comme d'habitude. Et puis maintenant, on est 6 photographes, c'est-à-dire 4 Français, une Belge et une qui est à Taïwan, qui mettons nos photos là-dedans.
Voilà. Et donc, c'est probablement la plus grande base ouverte, sans code et sans rien, qui permet quand même d'accéder à 3300 spectacles journaliers. J'ai fini. Merci.